Pour ce 4e épisode, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une proue de bateau. Et je vais, sans plus tarder, vous emmener au nord du Cotentin, dans l'île de Tatillou. En octobre 2000, un client m'invite à passer à son domicile pour voir un certain nombre d'objets dont il vient d'hériter. Dans une cabane de jardin, au fond de la propriété, je découvre une proue de bateau. Les jours suivants, il décide de me confier cette pièce. Il la dépose à la salle des ventes et je dresse une requête pour la vente du 28 janvier. Sur cette requête figure la description. Proue de bateau représentant une femme portant sur son sein le médaillon d'un homme. Elle est en chêne, avec quelques traces de polychromie, mesure 1,35 m. Et elle provient d'un village qui s'appelle Audouville-Saint-Hubert, un petit village de la Manche. Les jours suivants, sans plus tarder, je commence mon enquête. Je vais étudier précisément les cartes qui concernent notre petit village. Ce village est situé au sud de l'île Tatillou. Et là, en 1691, a eu lieu une bataille terrible pour la France. La quasi-totalité de la marine est anéantie par la coalition anglaise et hollandaise. Et je me dis que c'est une piste très sérieuse. Pourquoi ma proue de bateau ne viendrait-elle pas de ces désastres ? Je consulte les archéologues. Ils sont unanimes, il est impossible de retrouver un élément provenant de cette bataille, la quasi-totalité des vaisseaux ayant disparu après les incendies. Tout à fait par hasard, je découvre dans un livre de Bernardin de Saint-Pierre une gravure qui représente un épisode de l'histoire de Paul et Virginie. Virginie, étendue sur la plage, morte, tient sur sa poitrine le portrait de son amant. L'aubaine, une fois de plus, va m'ouvrir des portes vers l'île Maurice où se situe le drame. Et le soir même, je contacte M. Issou, le responsable de la télévision régionale, qui mord à l'hameçon, et il décide, le jour suivant, de présenter au journal de 20h ma proue de bateau par une jeune femme en sari. Mais là aussi, la piste va s'étioler. Je consulte le musée de Boulogne, où il y a une très grande concentration de proues de bateau, et je n'arrive pas à trouver un lien entre mon histoire et un naufrage éventuel. Je vais m'attarder ensuite à consulter le musée de la Marine. J'en déduis que ma proue de bateau pourrait venir d'un brick. Je constate ensuite, après une étude un peu plus poussée au musée Galliera, que mon costume daterait des années 1850. Les choses s'annoncent parfaitement bien, mais elles vont très vite tourner au cauchemar ce fameux dimanche à J-8. Une dame, au téléphone, s'annonce être la conservatrice des antiquités mobilier objets d'art de la Basse-Normandie, de la ville de Caen. Sur un ton très péremptoire, elle me dit que la pièce dont je viens de faire la promotion a été classée par décret préfectoral en 1972. Elle a disparu des radars, probablement volée. Le lundi, je me précipite chez mes clients. Ils sont complètement perturbés. On sort les documents, les photographies, on téléphone aux vieilles tantes du sud-ouest, et tous les faisceaux vont dans cette direction. La pièce est confirmée être dans la propriété depuis des générations, et je suis sûr de leur bonne foi. Je reçois un courrier et j'appelle la conservatrice des antiquités et objets d'art. La conversation est mêlée d'un certain trouble. Il y a, dit-elle, certaines étrangetés dans le dossier. Très embarrassée, elle a prévenu le ministère de la Culture. Et le lendemain, première heure, je reçois un courrier d'un haut fonctionnaire qui m'annonce que la pièce a été classée par erreur, qu'elle appartenait à un privé et qu'il est impossible de classer à l'inventaire un objet privé. Le jeudi matin, à 9h, est déposé le décret de déclassement de ma proue de bateau. C'est le soulagement. Je préviens mes clients, nous sommes tous rassurés. Ont été consultés pour cette lettre, pour ce document,
le maire de la commune, le préfet, la gendarmerie, le parquet, la marine nationale, le ministère de la Culture. Les choses vont se dévoiler. Et je comprends très vite que l'abbé de la commune, enfin de la paroisse qui officiait, les légats, va, dans les années 70, par souci de protéger le patrimoine religieux, faire tout un ensemble de démarches. Il va dans cette propriété d'un ancien presbytère, photographie la pièce, instrumente un dossier qu'il dépose au conservateur et l'objet est classé en 72 par décret du préfet. Le problème, c'est que ma pièce était passée à l'insu de ses propriétaires du jardin au cimetière et que de ce fait, il était devenu municipal. Vendredi, je rappelle le fonctionnaire du ministère pour le remercier de sa diligence et d'avoir trouvé une solution qui va nous éviter de courir un scandale. Celui-ci me parle d'un témoin, d'une personne clé dans cette histoire, que j'ai complètement oublié depuis le début, le maire de la commune. Je l'appelle à 11h, à 14h il me rappelle me disant « J'ai trouvé un document dans le grenier qui va vous intéresser ». Il s'agit d'un procès-verbal de la vente d'un bateau sur la plage de la commune. J'ai le nom du propriétaire, il s'appelle Monsieur Groyer, qui était l'ancien maire de la commune. Il a acheté la part du lion et la placera dans son jardin suite à cette vente. On a le nom du bateau, il s'appelle le Louise et Joseph. Imaginez la stupéfaction, c'est un coup de théâtre inattendu. J'en profite pour rappeler un élément, un autre personnage clé de cette histoire, les archives départementales, que j'avais là aussi oublié depuis quelques semaines. J'appelle Madame Olive de Cherbourg. Cette dame me dit « Écoutez, monsieur, tout a brûlé pendant la guerre. Vous n'avez aucune chance de retrouver des documents, mais je vais quand même vérifier. » Et très tard dans la soirée, le vendredi soir à 21h, elle m'appelle sur mon portable et me dit « Vous avez beaucoup de chance. J'ai un dossier très intéressant. » Elle me rappelle le nom du bateau, mais surtout me raconte toute l'histoire de ce navire. Je vais comprendre d'où il venait, ce qu'il transportait, où il allait, et surtout la liste de tout le personnel, de tous les marins qui figuraient sur le bateau. Un nom va m'attirer particulièrement, c'est un jeune mousse, il a 16 ans, et fait partie de l'équipage. C'est en voyant le bateau mouillé dans le port de Gênes que je mesurais pleinement la chance qui m'avait été offerte par Monsieur Victor. C'est ainsi que l'équipage l'appelait, Monsieur Victor Corentin Bonnard. Il était banquier, négociant, armateur et propriétaire du Joseph et Louise qui venait d'être livré par les chantiers de Sestri. C'était un homme bienveillant. Nous étions en 1852, j'avais 16 ans. Le voyage en diligence entre Marseille et Gênes avait été pour moi une véritable épopée. Je ne me doutais pas, en posant le pied pour la première fois sur la coupée, moi le petit mousse émerveillé, que ma vie ne serait que succession d'aventures. Je n'étais pas peu fier de savoir mon nom, Jean Borelli, inscrit sur le rôle de l'équipage. Nous étions 10 à bord, sous le commandement du capitaine Berthaud. J'étais le seul mousse en charge du nettoyage des corvées de cuisine et d'aide aux manœuvres. Les premières années, nous naviguâmes essentiellement le long des côtes nord-ouest de la Méditerranée au départ de Marseille, notre port d'attache. Nous chargions des cargaisons diverses, du blé à Naples à destination de Arles ou Port-Louis, du bois de chauffage à Sète pour Marseille, du vin au départ de Bandol pour Nice. Je m'amarinais bien vite, nous avions peu de temps pour la rêverie. J'aimais pouvoir me reposer à la proue du navire, échanger avec la femme de bois qui en constituait la figure. Vêtue d'une robe stricte, Louise tenait dans ses mains un médaillon. Il y figurait le visage d'un homme. Je supposais que c'était Joseph, que c'était son mari. J'étais sûr qu'elle était toute à mon écoute et saurait taire mes secrets les plus doux de jeune adolescent. Le fret se raréfiait. Il nous fallut étendre notre zone de cabotage à toute l'Europe de l'Ouest, puis à l'Afrique de l'Ouest. Sans attache familiale, j'étais le seul membre d'équipage à m'en réjouir. À nous le monde! Nous découvrîmes les ports de la Manche, d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne. Sous l'égide du capitaine Berthaud et sous la protection de Louise,
Je profitais de navigations plus longues pour me former à la cartographie, au maniement du sextant, au calcul des marées. Je gravis un à un les échelons et devins second capitaine. Maudit soit ce jour de décembre 1875, où nous chargeâmes à Hambourg aux Genièvres. Nous appareillions pour la Guinée et avions hâte de retrouver la chaleur des côtes d'Afrique. Au droit d'Amsterdam, le vent de noroît tourna franchement au nord. Il devint glacial et forci. Plein vent arrière, nous dûmes prendre 2 ris. Le bateau filait encore à vive allure. Le 4e jour de navigation, alors que nous passions le Havre, le vent tourna nordé. Le ciel se fit noir. Nous n'eûmes pas le temps de chercher un port de refuge. La tempête éclata, poussant le bateau vers la pointe du Cotentin. Nous eûmes beau jeter une partie de la cargaison pour alléger le franc-bord, rien n'y fit. La barre ne répondait plus. Le choc et le bruit de la coque se fracassant sur les rochers furent terribles. À l'avant, agrippé au mât de misaine, je fus projeté sur les récifs. Et la dernière vision que j'eus, ce fut celle de Louise. Elle me souriait tristement et serrait sur son cœur le médaillon de Joseph. Dieu, pourvu qu'elle garde mes secrets. Le 28 janvier, levée de rideau. La pièce obtient la somme de 30 000 €. J'ai rempli mon objectif, les clients sont contents. Le lundi qui suit, nouveau coup de théâtre. Je reçois un appel de 2 personnages qui étaient présents à la vente, qui représentaient la région. Ils sont complètement déboussolés, n'ayant pas pu obtenir un achat pour l'île de Tatillou. Par manque de budget, ils me demandent de les mettre en relation avec l'acheteur, qui est un antiquaire de Marseille. Ce que je fais, je vais faire tout mon maximum pour qu'une transaction ait lieu entre les 2 parties. Et l'histoire se termine bien, puisque la pièce est vendue à prix d'or à la région. Elle retrouve le chemin de Tatillou. Quelques mois passent, et prenant le train à Saint-Lazare, je découvre, comme un clin d'œil, ma proue de bateau sur une affiche qui couvre tout un mur. Elle m'annonce être la représentante, la reine de la région de la Manche, et présente la prochaine exposition des trésors de l'île. Louise a retrouvé la sérénité. Elle vit dans son île, comme un sanctuaire. Ces jours paisibles vont durer jusqu'en 2017. Le 17 juillet, à 2 reprises, la foudre va s'abattre sur le musée. Les archives, les tableaux, tout part en fumée. Sauf Louise, qui reste encore et veillera pour toujours sur son île.